Adieu Bucky. Fin de la plaisanterie, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'actualité brûlante de Lorcana. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous êtes au courant que ça y est, Bucky va quitter notre jeu compétitif. Disney a fait une annonce percutante sur notre ami Bucky, on ne le reverra plus jamais dans une decklist compétitive, et c'est de cette annonce dont on va parler dans la vidéo. Alors pour mettre un petit peu de contexte dans cette vidéo, on va faire une petite rétrospective, ensuite on verra quelles sont les solutions que Lorcana ont décidé d'apporter au problème de Bucky, et pourquoi, d'après moi, ça amène quelques problèmes pour le futur. Avant de foncer dans cette vidéo, je vais vous demander de partager la vidéo, de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire, de dérouler la description. Il y a tous nos liens, notamment notre sponsor Ultimate Guard qui nous soutient sur l'entièreté de l'année 2024. Mais il y a aussi le lien de labelcard.fr qui est notre site dédié au TCG. On a enfin pu avoir les catalogues Ravensburger pour pouvoir vous proposer du Lorcana. Et donc vous pouvez d'ores et déjà précommander tous les articles du chapitre 5 sur labelcard.fr. Lien en description. Évidemment, c'est un moyen supplémentaire de nous soutenir que de participer en nous achetant quelques produits. Alors Bucky, c'est qui, c'est quoi? Bucky, c'est cette carte-là qui est sortie notamment dans le chapitre 2 de Lorcana. C'est une carte qui coûte 2, qui est ancrable, qui a 1 d'attaque et 1 d'endurance, qui l'aurait pour 1, qui avait la capacité hors d'atteinte, donc on ne pouvait pas la choisir avec un sort. Et la carte nous disait qu'à chaque fois qu'un personnage Floodborn arrivait sur le champ de bataille, chaque adversaire devait se défausser d'une carte. Quand la carte est sortie, c'était pas du tout un problème pour l'environnement du jeu. Elle est sortie dans le chapitre 2, elle n'a commencé à être jouée que dans le chapitre 3, parce que forcément, il fallait une certaine qualité de Floodborn à mettre après Bucky pour pouvoir commencer à déclencher sa capacité. Dans le chapitre 3, on a pas mal de blonds Floodborn qui ont été révélés, mais pas assez pour que le deck devienne très compétitif. Pour ceux qui ont joué lors du chapitre 3, vous pouviez tomber sur ce genre de liste-là, qui jouait Bucky en tour 2, et derrière, on espérait jouer des Beasts, des Robin des Bois, ou alors des Donald, la séquence la plus forte étant de faire Robin des Bois au tour 1, Bucky au tour 2, into Robin des Bois au tour 3 en alter, pour pouvoir déclencher la capacité de Bucky. Ça restait quand même assez peu probable que cela arrive, ça demandait d'avoir 3 cartes spécifiques lors de nos 3 premiers tours, et pour le reste, on avait des Floodborn qui étaient plutôt des cartes qui coûtaient 4 à 5 mana, donc qui étaient plutôt des hautes curves. Alors pourquoi subitement notre ami Bucky au chapitre 4 est devenu un problème? Eh bien parce que lors du chapitre 4, on a des cartes de la qualité de Diablo qui ont été éditées par Ravensburger. Donc Diablo, c'est un personnage Floodborn qui coûte 3 mana. Alors oui, on peut l'altérer, donc le shift sur un Diablo qui coûte 1 et encore plus accélérer le moment où on va pouvoir le jouer dans la game. Mais ça nous permet tout simplement, déjà dès le tour 3, de jouer un personnage Floodborn qui est de grande qualité derrière Bucky. On arrive en chapitre 4 donc à ce genre de liste qui sont des listes qui vont beaucoup plus mettre à contribution Bucky, parce qu'on va avoir beaucoup plus de Floodborn d'early game à jouer. On va avoir notamment la possibilité, dès le tour 2, de jouer un Bucky tout en altérant gratuitement notre Diablo sur notre Diablo du tour 1, ce qui va proposer mécaniquement à l'adversaire dès le tour 2 de défausser une carte. Et puis ensuite, au tour 3, on va pouvoir jouer un personnage comme Aladdin pour ensuite redéclencher l'effet de Bucky et demander à l'adversaire de vider sa main. Et le fait qu'on ait plein de très bons Floodborn d'early game qui étaient édités dans le chapitre 4, et bien là où Bucky était insignifiant au chapitre 2, une carte intéressante au chapitre 3, et bien il est devenu une carte déterminante du metagame lors du chapitre 4. Alors beaucoup de gens appelaient au ban de Bucky dès le début du chapitre 4 parce que le pattern de gameplay que le jeu proposait était pas mal frustrant à affronter. Moi j'ai pas mal fait de vidéos et j'ai donné mon avis quand on me l'a demandé en live sur cette situation-là. Je suis plutôt du genre à laisser entre guillemets le metagame évoluer, à essayer de battre le deck qui est dit être le meilleur deck, plutôt que de directement demander le bat d'une carte qu'on n'aurait pas essayé de battre. Finalement, le metagame s'est quand même pas mal adapté. On a pas mal de solutions pour s'attaquer à Bucky. Je pense notamment aux decks à base grise, que ce soit Amber Steel ou bleu-gris, qui ont des match-ups relativement corrects contre Bucky. Les decks bleu-rouge n'ont pas forcément un excellent match-up, mais s'en sortent plutôt bien. Et même violet-rouge, qui historiquement était vraiment le meilleur match-up de Bucky, a trouvé des subterfuges, des parades, des plans de jeu pour pouvoir s'adapter à ce deck-là et être capable notamment d'aller remporter le tournoi de Borum, le Disney Lorcana Challenge. Finalement, vous allez me dire, pourquoi est-ce que
Lorcana, et notamment Ravensburger, a décidé de prendre une mesure aussi importante sur la carte de Bucky? Eh bien, je pense que maintenant qu'on a accumulé assez de data, qu'on a vu assez de tournois et qu'on a un regard un petit peu plus mathématique et statistique sur la composition du metagame et la manière que les gens ont de s'adapter à Bucky ou non, je pense qu'on a un peu plus de stats pour pouvoir établir le fait que Bucky est plutôt une très bonne carte du jeu et qu'elle demande aux joueurs de s'adapter ou de renoncer. Et ça peut amener à un pattern de jeu qui est assez frustrant pour la communauté. On voit ici le metagame breakdown du Disney Lorcana Challenge à Borum. Il y avait 22% de Bucky sur la ligne de départ. Dans le top 64, ils sont 39%. Ensuite, en top 16 et en top 8, il y a 50% des decks qui sont des decks Bucky. Donc ça veut dire que finalement, le taux de conversion du deck a été le meilleur de l'entièreté du week-end. Alors bien sûr, les meilleurs joueurs, et notamment ceux qui ont remporté le tournoi, ont eux joué violet-rouge avec un plan bien adapté à Bucky. Mais ça veut dire que dans les mains des joueurs moyens au global, le deck qui a le mieux performé, ça reste Bucky. Donc on avait enfin un petit peu de statistiques et de données pour pouvoir émettre un avis un petit peu plus pertinent sur la puissance de Bucky. Oui, on est capable de le battre, oui, on est capable de s'adapter, mais c'est au prix un petit peu de tous les sacrifices. Je pense notamment à Violet-Rouge qui va renoncer à jouer toute la game pendant 7 tours pour espérer pouvoir bi-pré-perdre et ensuite gagner sur le top deck. C'est un pattern de jeu qui, je veux bien le croire, du point de vue de Disney, est pas exactement enrichissant et pas exactement ce qu'ils veulent dans leur metagame compétitif. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a fait la rétrospective de Bucky et qu'on a compris pourquoi la carte était devenue un problème, il y a deux choix qui s'offrent à Disney pour pouvoir essayer de contourner le problème de Bucky. Le premier choix, c'est un choix que j'apprécie pas énormément, c'est d'éditer dans les prochains sets des cartes qui vont répondre spécifiquement à Bucky. Donc répondre à un problème par des cartes spécifiques. Je pense notamment à un design de carte qui pourrait dire votre adversaire choisit un de ses personnages hors d'atteinte et le met dans sa défausse. Moi, j'aime pas beaucoup ça, c'est ce que fait Konami notamment dans son jeu Yu-Gi-Oh! Et ça a quand même certaines limites. La deuxième option, et c'est celle qu'adoptent la plupart des TCG, eh bien, c'est la banlist. On peut bannir des cartes dès lors qu'on estime qu'une carte est trop puissante ou qu'elle apporte un gameplay qui est trop peu en accord avec l'identité que l'on veut donner à notre jeu. Eh bien, on peut dire que cette carte-là n'est plus légale, n'est plus jouable et on la met sur la banlist. Cette banlist, elle est évolutive. Et puis, on peut aussi débannir des cartes plus tard pour essayer de redynamiser certains metagames. C'est une méthode qui fonctionne bien et que tous les TCG adoptent. Sauf que c'est là où je vais être critique avec Lorcana, c'est que eux ont choisi la troisième option, celle que personne n'attendait, c'est-à-dire celle de l'errata, celle du patch. Alors c'est quoi un errata? C'est quand on modifie le texte d'une carte. C'est très utilisé dans les jeux numériques, notamment Hearthstone, parce que c'est très simple de corriger une carte numérique, ça permet de corriger toutes les cartes pour le futur, mais aussi toutes les cartes théoriquement du passé, puisque vous n'avez pas la propriété physique de vos cartes, elles sont implémentées dans le jeu, et c'est très simple, en une ligne de code j'imagine, de pouvoir modifier les statistiques de la carte, ce qui fait que tout le monde découvre la nouvelle version de la carte. Ici, Ravensburger, pour ce Bucky, a choisi de transformer la carte en modifiant son coût de mana, elle ne coûte plus 2 mais elle coûte 3, en modifiant sa capacité hors d'atteinte, maintenant Bucky n'a plus hors d'atteinte, et en modifiant sa condition de déclenchement de capacité, c'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas seulement jouer un Floodborn, mais aussi l'avoir joué avec sa fonction d'altération, donc de shift, ce qui fait que la carte a été littéralement détruite. On a assassiné notre ami Bucky, il n'est absolument plus du tout jouable. Pourquoi est-ce que Lorcana a décidé de faire un errata sur Bucky plutôt que de le bannir, sachant que l'errata en question est tellement à charge contre Bucky que la carte ne sera plus jamais jouable compétitivement parlant. Je veux dire, quitte à l'avoir autant charcuté, autant le bannir. Maintenant, la plupart des nouveaux entrants dans l'Orcana, qui eux vont acheter des cartes du chapitre 2 et avoir des Bucky qui coûtent 2, qui ont hors d'atteinte et qui ont leur capacité initiale, eh bien quand ils vont se ramener en tournoi et qu'ils vont jouer leur Bucky, eh bien on va devoir leur dire hop hop hop, en fait ta carte elle fait pas ça. Tu vois ce qu'il y a écrit sur ta carte, mais en fait ta carte elle ne le fait pas. Et je ne comprends pas pourquoi Disney va dans cette direction-là. Alors j'ai entendu un argument qui était intéressant sur Twitter, qui venait de Maxi Lorcana, qui disait oui, mais le côté banlist, côté bannir, c'est pas très Disney friendly. Je peux entendre cet argument-là qui est un peu marketing et qui collerait à l'identité de Disney. Le problème, c'est que c'est extrêmement confusant. Alors, quelqu'un qui va découvrir le jeu va avoir vraiment énormément de problèmes à savoir quelle carte est ratée ou pas. Et puis, finalement, le cas de Bucky, il y a un précédent.
C'est-à-dire que si en plus on continue à errater à l'avenir d'autres cartes, parce qu'évidemment qu'il y aura d'autres problèmes de design, d'autres cartes trop puissantes pour certains metagames, et donc forcément, eh bien, il faudra que l'Orcana ou décide de bannir ces cartes-là, ou alors fasse comme Bucky et mette en place un errata. Et si jamais Disney Lorcana continue vers la voie de l'errata, eh bien je pense que ça peut devenir extrêmement confus pour l'avenir de Lorcana. Ça aurait été beaucoup plus simple pour eux de juste bannir Bucky. Alors je vais quand même donner la parole à la défense. Disney se sont quand même expliqués sur ce choix-là. Ils ont dit que Lorcana allait être amené à être édité dans d'autres langues. Toutes les nouvelles réimpressions qui vont être faites du chapitre 2 permettront de corriger Bucky et de réimprimer la nouvelle version de Bucky. Ce qui fait que finalement, tous nos Bucky physiques ne seront pas les anciennes versions injouables. Certains Bucky qui seront réimprimés après cette errata-là, eux seront entre guillemets les nouvelles versions. Néanmoins, ça posera quand même pas mal de problèmes pour tous ceux qui ont déjà la carte, pour tous ceux qui ne regardent pas forcément Twitter ou alors du contenu compétitif, pour tous ceux qui ne font pas attention à la liste de toutes les cartes erratées et pour tous ceux qui vont découvrir le jeu et qui vont acheter du chapitre 2. Alors qu'on se comprenne bien, je suis à charge ici sur l'Orcana et je critique cette décision-là. Ça n'enlève en rien mon amour pour le jeu et le superbe travail que fait Ravensburger avec l'Orcana. Le jeu reste excellent. Je trouve que le metagame, en dehors du problème de Bucky, reste quand même très diversifié, quand bien même on a pu entendre le contraire sur chapitre 4. Le chapitre 3 était délicieux. Le gameplay mis en avant par l'Orcana est vraiment de très très bonne facture. Donc voilà, je critique cette décision-là, mais j'apprécie toujours le jeu et je pense que le chapitre 5 va pouvoir probablement vachement plus s'exprimer sans Bucky qu'avec Bucky. J'espère que cette vidéo a été claire pour tous, que mon propos a été intelligible. L'idée, c'était de pouvoir donner mon avis rapidement sur cette décision de la part de l'Orcana, la commenter, la critiquer, vous expliquer le pourquoi du comment on en est arrivé là et pourquoi cette décision me semble, à mon sens, un peu problématique pour le futur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'attends un maximum d'arguments dans les commentaires et de bienveillance évidemment. Partagez-la autour de vous, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.